Alors, si je dis pas de bêtises, c'était il y a 18 ans. Voilà, je bossais en Afrique. Je faisais des rotations sur plateforme pétrolière avec une boîte américaine. Bon, je me suis fait pas mal de potes là-bas. Et la particularité, c'est que je bossais un mois du côté de l'Angola, du Congo, peut-être un petit peu du côté du Gabon en passant par la jungle. Et après, je rentrais un mois en France. Donc évidemment, les gens avec qui je m'étais fait collègues sur place, ils me demandaient de leur amener des trucs quand je rentrais de France. Et la plupart, ils me demandaient tous la même chose, c'était de leur amener des Nike. Alors donc, apparemment, il y a quelque chose d'un petit peu magique dans cette entreprise, et on va essayer de comprendre pourquoi. Quelle est la raison ? Eh bien, apparemment, en ce moment, Nike serait à un prix attractif. Et vous allez voir ce qu'il en est. Donc pour Nike, ce que fait à peu près tout le monde, là, nous, on va aller très très rapidement, c'est que les gens qui investissent, en général, ils se posent des questions sur le fondamental en pensant que le fondamental, c'est le bilan comptable. Ça l'est en partie. C'est une photo financière avec des chiffres qui essayent de vous expliquer ce qui se passe dans le business, mais c'est pas le vrai fondamental, à savoir quel est le business, qui c'est qui vend quoi, à quel client et pourquoi les clients viennent chez eux et pas chez les autres. C'est ça le vrai fondamental à mon sens. Mais on revoit rapidement en 2 minutes les caractéristiques financières de Nike qui sont résumées par l'auteur sur cette petite carte qui vous donne les 6 aspects principaux qu'on doit juger pour essayer de comprendre si une entreprise est performante ou a des gros défauts sur certains aspects. Et il y a 2 choses qui ressortent, hein, vous avez le petit spider graph qui est là. La première, c'est que Nike n'a pas de défaut. Voilà, il n'y a aucun des aspects de Nike qui sont particulièrement déplorables. Alors, elle a eu des accidents au niveau de la rentabilité, elle a détruit de l'argent certaines années récemment. C'était pour moi anecdotique, mais grosso modo, il n'y a pas de point faible. En revanche, il y a 2 points forts, la rentabilité sur capitaux, capitaux mobilisés, capitaux investis, le ROIC, donc ça c'est quand une entreprise comme Nike a de l'argent collecté auprès de ses actionnaires et de l'argent emprunté à des banques, ça lui donne un capital total de moyens avec lesquels elle a acheté des moyens de production. Si on ramène le bénéfice généré à ces moyens de production mobilisés au travers d'argent equity venant d'actionnaires et au travers de prêts bancaires, l'ensemble des moyens, elle fait quoi que ce soit entre 25 et 35% de marge selon les années. Il n'y a rien qui casse la baraque au niveau des rentas, du management ou de la croissance, mais le ROIC est excellent. Et pour le coup, le deuxième point fort, c'est que la dette est gérable avec 3 ans de free cash flow. Le free cash flow étant l'équivalent du bénéfice, sauf que le bénéfice, on peut compter des promesses de clients qui paieront plus tard, ce genre de choses. Tout un tas d'incertitudes qui se matérialiseront peut-être pas, alors que le free cash flow, c'est l'équivalent, sauf qu'on regarde l'argent qu'il y a dans le coffre. Donc c'est du vrai palpable. L'idée, c'est que sur ce véritable argent palpable, disponible, que l'entreprise possède après avoir assumé toutes ses dépenses, toutes ses charges, elle peut faire ce qu'elle veut de cet argent, comme donner un dividende. Dans le cas de Nike, le dividende, c'est quasiment un dividende aristocrate, 25 années consécutives de versement de dividendes et d'augmentation, mais elle pourrait utiliser cet argent pour rembourser sa dette. Donc malgré le cassage de gueule de Nike, qui est quand même passé de 180 en 2021, je crois, à 60 en ce moment, donc vous perdez 66% en 3-4 ans. Vous êtes sur une trajectoire de fin de business, de mort, de faillite, de ce que vous voulez. Donc là, quand on s'intéresse aux fondamentaux financiers de Nike et qu'on voit qu'ils peuvent gérer leurs dettes, ils ne sont pas sur une trajectoire de faillite. Moi, ça me va très bien. Donc déjà, on passe à l'étape suivante. On essaye de comprendre ce qui se passe chez Nike. Donc ce qui se passe chez Nike, il y a 2 choses. Il y a à comprendre le business de Nike et il y a à comprendre ce que l'auteur a à nous dire de cette entreprise. Et là, vous allez voir, on va faire les 2. Pour moi, la thèse, elle n'est pas complète. Mais peu importe, elle est sympa.
L'auteur nous parle de l'actionnariat, de Phil Knight, qui est le fondateur qui possède toujours quasiment 20% des parts. Donc les insiders, tous les insiders c'est 20%, Phil Knight lui-même c'est 18%. Il y a Bill Ackman qui a investi récemment, qui a expliqué qu'il avait conservé ses investissements dans Nike avec des options, je crois. Enfin, il a fait tout un micmac en disant j'ai confiance dans Nike, on y va. Et chez quelqu'un comme Bill Ackman, qui est un investisseur institutionnel, encore plus que ça, il est parfois activiste, il veut sa place au conseil d'administration pour influencer l'entreprise et compagnie. Dans Nike, il a mis autant que dans Google. Donc c'est vraiment un pari de conviction. Donc voilà, pas de risque évident de faillite, une décote très conséquente, un possible rattrapage jusqu'à 180, il y a à peu près tout qui nous dit que ça serait intéressant qu'on arrive à conclure que Nike est une bonne affaire. On passe sur la santé financière, la croissance, la valorisation, on revient un peu plus tard. On arrive à la conclusion, je vous la lis en diagonale. Donc selon l'auteur, c'est quoi l'histoire du cassage de gueule de Nike? Ça, je suis d'accord avec lui. Nike traverse une période difficile. L'entreprise a prévu un déclin des revenus pour 2025, cette année. Et elle fait également face à une concurrence accrue, marque émergente, etc., etc. En rouge, les problèmes sont dans les ventes directes aux consommateurs qui ont diminué de 8% au dernier trimestre. Et ça, c'est un gros problème parce que, je lis la suite, or justement Nike a voulu abandonner les rayons de magasins pour miser sur la vente en ligne et ce pari est totalement perdant. Et en plus de perdre sur la vente en ligne qui était le changement de business model, du coup ce Nike souffre aussi d'avoir abandonné l'ancien business model et de plus être au centre de l'attention dans les rayons sportifs de la distribution classique. Donc ça, je suis 100% d'accord avec cette thèse, c'est quelque chose que j'avais moi-même imaginé, j'avais lu les rapports de Nike il y a 4 ans, je ne suis pas tout à fait frais dans ma tête, mais j'étais d'accord. Et l'excellente bonne nouvelle de cette thèse, avec laquelle je suis d'accord, c'est que le nouveau PDG Elliott Hill, il a décidé de faire machine arrière sur toute cette histoire et de revenir au modèle historique. Donc, a priori, toutes les erreurs qu'ils ont fait et qui les ont conduits dans cette situation-là de baisse des ventes, ils en ont pris conscience, ils font machine arrière et à mon sens, comme c'est juste une histoire de distribution, c'est une problématique qui est réversible. Donc là, sur Nike, j'aime bien, je trouve que la réversibilité de leur situation est tout à fait probable. On parle juste d'un système, d'un réseau de distribution. Donc moi, ça me plaît. Pour l'instant, tout ce que je vois sur Nike, son prix du moment, sa thèse, sa cartographie financière, l'explication que me donne cet auteur pour me dire que c'est potentiellement pour lui une bonne affaire, et il nous donne quelques informations avec une excellente santé financière. Il faut remonter à la crise de 2008 pour trouver Nike en vente à ce genre de ratio, à savoir un price to free cash flow de 16. Un simple rattrapage de price to earning pourrait permettre de revenir pour revenir à sa moyenne de 25, permettrait de récupérer 50%. Donc voilà, historiquement, Nike, c'est 25 de PE. Pour l'instant, ils font 5 de earning. La fameuse baisse qu'ils annoncent pour 2025, ça veut dire qu'ils feraient potentiellement 3. Mais 3 fois 25, 75. C'est-à-dire que même dans ce scénario-là, avec le PE historique de Nike, c'est 75. Donc, quand on en est là dans la démarche, moi, là, il y a tout qui me plaît. Et je vous montre pourquoi je suis allé plus loin sur Nike. Déjà parce que j'applique la checklist que me donne ce site internet pour vérifier tous les points qu'on est censé vérifier quand on veut ne rien oublier sur les risques et ce qu'on doit comprendre d'un business pour estimer qu'il est de bonne qualité. Le fameux cercle de compétences de Warren Buffett. Avez-vous une compréhension claire des facteurs qui attirent les clients vers cette entreprise, les incitent à acheter et surtout à revenir? Donc là, si vous répondez oui, les gens viennent pour la marque, c'est juste. Pour moi, c'est un peu léger.
faudrait que vous soyez capable de dire, par exemple, que le point fort de Nike, c'est qu'ils sont le requin dominant dans le sponsoring des stars du sport et des équipes majeures. En étant sur cette position dominante de sponsoring, ils profitent du mimétisme des gens qui veulent ressembler aux gens qui les inspirent. Donc parce que la clé, elle est là. La marque, elle vient pas de nulle part. Et Coca-Cola n'a pas fait sa marque sur le sponsoring des sportifs. Donc chaque marque conçoit que les facteurs qui attirent les clients vers une entreprise, c'est la marque, mais chaque marque construit sa marque avec un angle d'attaque. Donc il faut au moins être capable de sortir un petit peu plus. Le business model de Nike, moi je le connais, c'est-à-dire que c'est une entreprise éclatée dans le monde, où elle a créé toute une chaîne d'approvisionnement, où elle a fait en sorte d'exploiter le plus d'intérêt de chaque pays où elle avait mis une partie de l'entreprise. Produire au moins cher, mettre le marketing là où les gens sont au plus proche du marché cible, en particulier les États-Unis. Donc vous avez le marketing là-bas, parce que vous voulez comprendre le marché pour vendre à cette clientèle-là. Et puis après, vous mettrez vos profits dans les paradis fiscaux. Je plaisante. Évidemment, tant que c'est légal, chacun fait ce qu'il veut, et puis si un jour la régulation change, ou s'il y a des tarifs douaniers, c'est la vie. Donc le cercle de compétences, pour moi, je le maîtrise. Donc vous voyez, potentiellement, là déjà on couvre 2 points, il faut passer 3 minutes. Et je ne suis pas rentré non plus dans les détails, mais vous comprenez la question. Des critères comme ça, à passer en revue dans Snowball, vous en avez 31 à bosser. Où vous devez vous poser la question, et il ne faut pas se mentir à moi-même, je trouve que c'est oui, je trouve que c'est non, ou vous n'avez pas bossé le sujet, et vous cliquez, je dois me renseigner. Ça vous dira à la fin si vous avez plus ou moins de compréhension de l'entreprise, et pour ceux que vous comprenez, si elle est plus ou moins qualitative, c'est tout l'objectif. Vous n'êtes pas là pour quoi que ce soit d'autre, d'essayer de comprendre où vous en êtes. Beaucoup de critères, position concurrentielle, barrière à l'entrée, on pourrait les faire un par un. La vidéo durerait malheureusement 1 heure de plus et on ne va pas les investir. Perspective de long terme et durabilité, finance, on en a fait une partie ensemble au début de la vidéo, compréhension des points forts, des points faibles du management, valeur et discipline personnelle, comment vous valorisez, on va le faire ensuite en 2-3 minutes et surtout... est-ce que vous êtes prêt à investir significativement? Enfin, je vous laisse un petit peu les découvrir, revenir sur tous les détails de la thèse et revenir essayer de remplir cette checklist de vous-même. Moi, je reviens sur potentiellement la position concurrentielle, les barrières à l'entrée, les perspectives de long terme et la durabilité de Nike. Et là, certains critères correspondent à ce que je vais vous dire, mais je vous fais le speech en un seul bloc de mon avis sur Nike. Donc Nike a cette particularité d'être dans un business pourri, parce que les pompes, tout le monde change de pompe. Déjà, vous ne mettez pas des baskets quand vous allez à un mariage, ou ça dépend à quel mariage vous allez, mais vous avez compris l'image, peu importe, je cherche un exemple que tout le monde comprend. Vous n'allez pas à la plage avec des baskets, vous mettez des tongs. Et puis à un mariage, vous mettez des Oxford ou des Derby, et puis vous mettez des baskets, peut-être pour la vie de tous les jours, peut-être que pour le sport. Vous avez compris le principe. Donc les gens changent de pompe, et les gens changent de marque, et les pompes, c'est remplaçable, et le marché est ouvert à absolument tout le monde. N'importe qui peut faire des pompes, n'importe qui peut faire des pompes pour 2 €. Donc ce marché, c'est le chaos. Et c'est très difficile d'être dominant sur des parts de marché, et c'est presque inexplicable que Nike a réussi à vendre des chaussures 160, 200, 1500 balles pour des paires de collection, et tout ça réside évidemment dans un seul aspect de la stratégie de Nike autour de sa marque, c'est le sponsoring de superstars du sport, d'équipes ultra médiatiques, et maintenant aussi, par exemple, de collectionneurs de sneakers, les chaussures, en passant par la filière influenceurs, street, hip-hop, tout ce que vous voulez, surtout aux États-Unis. Donc ce sont ces canaux-là qu'utilise Nike pour vendre super cher.
Donc où est l'avantage compétitif de Nike? Eh bien, il faut à tout prix que Nike soit, entre guillemets, celui qui paye le plus. Voilà, parce que c'est aussi simple que ça. Ces gens, ces équipes, ces sportifs, eux, ils vont avoir un processus de décision personnel pour savoir avec quel sponsor ils vont accepter. Et Nike a besoin à tout prix d'être celui qui met le plus d'argent sur la table parce que c'est le critère principal des gens qui vont accepter leur sponsor. Mais ça, c'est pas uniquement pour les appâter, c'est aussi pour leur faire comprendre que si jamais ils n'acceptent pas le sponsoring de Nike et qu'ils choisissent quelqu'un d'autre, Nike les acceptera pas par la suite. Donc en passant par quelqu'un d'autre, ils ont deux problèmes. Un, ils toucheront moins d'argent si Nike est celui qui racle le plus. Et deux, leur décision est potentiellement irrévocable, parce que Nike ne les récupère pas après. Alors pour vous illustrer ça, il y a peut-être quelque chose que les gens qui ont 40 balais comme moi se rappellent quand on était gamin. Il y avait des minots qui avaient les pumps. Voilà, parce que Nike, c'est quand même les rois des pompes de basket. Mais moi, quand j'étais minot, il y avait la Air Jordan, qui est peut-être, je sais pas laquelle est arrivée en premier. La Air Jordan, voilà, peu importe, je suis pas spécialiste. Peut-être vous le savez, peut-être vous êtes passionné. Mais ce que je sais, c'est que à côté de la Air Jordan dans le basket, il y avait la pump. Vous aviez un petit ballon de basket sur la languette, vous faisiez quick, et puis ça a un petit peu gonflé la chaussure. Et ça, c'était quand même, quand tu avais des pumps, c'était la folie. Les pumps, c'est Reebok. Et j'ai appris, je suis allé aux États-Unis pour le boulot il y a 5 ans, non, c'était peut-être 7 ans. Je vais aux États-Unis et je suis arrivé là-bas et je vais m'acheter des pompes. Évidemment, il y avait toutes les Nike à 120 balles, 130 dollars, 140 dollars. Et je vois Reebok, 45 dollars. Je me dis, putain, mais elles sont en solde ou quoi? Et en fait, non, pas du tout. Reebok s'est complètement effondré. Reebok est devenu une sous-marque. Pourtant, c'était Shaquille O'Neal, c'était Allen Iverson au basketball, c'était des pompes parmi les plus chères de ce que tu pouvais te payer quand tu étais fan de basket. Alors, petite précision, hein, Nike, évidemment, c'est pas que des chaussures, mais c'est 70% du chiffre d'affaires. Le reste, c'est de l'équipement, du t-shirt ou de l'équipement sportif, du ballon. C'est 30%, mais c'est vrai que bon, l'essentiel, c'est quand même de parler de l'aspect chaussures. Excusez-moi de faire ce rappel parce que je ne l'avais pas abordé. Donc Reebok est l'exemple typique de l'entreprise qui a abandonné ce business model de sponsoring ou qui l'a pas accompagné comme il fallait sur le temps. Et en fait, à l'époque, ils avaient Shaquille O'Neal, ils avaient Allen Iverson et ils ont manqué la continuité. Ils s'en remettent quasiment pas, quoi. Il y a un documentaire sur Netflix qui vous explique justement que Shaquille O'Neal, qui est à deux doigts d'être milliardaire en ce moment, parce qu'il a fait beaucoup d'investissements, peut-être on mettra des critères de Shaquille O'Neal dans la checklist un jour. Mais voilà, il essaye de relancer Reebok et il vous parle de toute cette histoire de sponsoring, la bataille qu'il y a autour de... Voilà, c'est vraiment la clé. Donc, faut vraiment, si vous investissez dans Nike, il faut suivre ça de très près. Quand vous avez les histoires de l'équipe de France passe de Adidas à Nike, quand vous avez les histoires de leaders du basket... ou de DC ou du Tiger Woods ou du tennis, si vous regardez chez qui ils sont, c'est l'essentiel. Voilà. Si vous n'avez pas ces gens-là, c'est là parce qu'il n'y a rien d'autre comme avantage compétitif. Voilà. Donc, et en plus, c'est pas pérenne. C'est-à-dire que si vous ratez la prochaine génération, comme Reebok avait la génération 90, aucun souci. Aujourd'hui, vous demandez à un gamin s'il connaît Reebok, personne ne connaît Reebok. Voilà. Et les pumps, peut-être ils vont les relancer, mais personne ne connaît. Donc ça, c'était pas marqué dans la thèse de l'auteur. Moi, je le sais. C'est en fonction de ça que je réponds aux critères, savoir si les avantages concurrentiels sont pérennes, s'il y a des problèmes de concurrence, de clients qui peuvent partir vers d'autres marques avec des barrières à l'entrée, des barrières à la sortie. Tout ça, en fait, chez Nike, c'est relativement faible. Voilà comment j'ai rempli ma checklist et je me retrouve à la fin avec une checklist où je réponds à peu près à 90% des questions, mais par contre
pour les réponses que j'ai données, elle n'a pas une qualité folichonne, j'atteins pas les 80. Je pense qu'avec les 2 questions qui me manquent, les 3 questions qui me manquent, je pense qu'elle passe la barre des 80. Quand j'aurai fait le taf, je l'aurai. Ce qui est pour moi ma limite basse, en dessous de laquelle je serais vraiment inconfortable d'investir. Mais là, je connais particulièrement ce sujet-là, du sponsoring. Je sais que c'est ça qu'il faut que je surveille. Et le jour où j'estimerai que Nike, qui a eu son problème de distribution, ça je m'en fous. Ils ont eu un problème de distribution, ils se cassent la gueule une année, les mecs ils disent on repasse à l'ancienne, c'est réversible. Je connais assez les pompes et je connais assez le sponsoring pour comprendre que ça c'est fondamental. Et vu ce qui est arrivé à Reebok, si là-dessus tu te plantes, si je vois que là-dessus il y a effectivement des erreurs profondes que se met à faire Nike, comme par exemple ils ont pris le tournant des influenceurs réseaux sociaux très tard. Ils ont raté l'incroyable montée qu'a fait au départ Gymshark. C'est parce que Gymshark s'est rendu compte que les Thibaut InShape de tout pays n'avaient aucun sponsoring de marque de vêtements de sport, ce qui était ridicule. Donc le fait que Nike ait snobé au début l'influence des réseaux sociaux comme ça, pour moi c'est faute lourde. Voilà, ça c'est faute lourde. La distribution, choisir, ça c'est faute débile. Choisissez la vente en ligne pour des pompes. Je veux bien que vous fassiez de la vente en ligne, sarenza.com, des pompes entre 20 et 60 balles. Les gens, ils n'ont pas la pointure, ils changent. C'est du consommable. Si vous êtes Nike et que vous voulez vendre des baskets à 150 balles, 200 balles, le mec qui court, la seule chose qu'il veut avant d'acheter ses chaussures, c'est de les essayer. Et puis le mec qui veut des chaussures à 250 balles parce que c'est des sneakers de collection, la seule chose qu'il veut, c'est voir le produit, quoi. Enfin, c'est ridicule. Donc ça, c'est débile. Mais par contre, le sponsoring, c'est faute professionnelle. Une valorisation rapide. Donc si je passe à l'onglet valorisation, donc pour Nike, j'ai regardé tout à l'heure, le bénéfice il est dans les 5, peut-être il passera à 3, on va peut-être mettre 4 parce que cette année il sera pas très bien, historiquement c'est 5. Bon, on va mettre 4, on va voir où ça nous mène. Moi dans mes paramètres je mets souvent un rendement souhaité de 10 parce que si tu commences à vouloir moins de rendement de tes investissements, en fait autant prendre de l'ETF. Vous connaissez la chanson, je m'étale pas là-dessus. Durée minimum de détention, bon là sur Nike on joue le retournement qui est en train de nous vendre le nouveau PDG. Bon, il faut que ça soit plié en 5 ans. Croissance moyenne des bénéfices. Donc la croissance du chiffre d'affaires de Nike, elle est pas folichonne. Par contre, ils sont très bons pour optimiser leurs bénéfices par réduction des coûts internes. Excusez-moi, je regarde. Ça m'arrive que là... Il faut encore que j'optimise le matos, j'y suis pas tout à fait, donc de temps en temps je vérifie que ça va pas planter, sinon je dois tout recommencer. Donc je disais, malgré la croissance atone du chiffre d'affaires, les clopes aussi ont réussi à faire ça. Philip Morris, de moins en moins de volume de vente, et pourtant pendant quasiment 20 ans, avec des volumes de vente qui baissaient, du chiffre d'affaires qui stagnait, Philip Morris a réussi à continuer à avoir des croissances de free cash flow par optimisation de ses processus internes, de ses coûts de structure, de ci, de là. Donc c'est pas du tout parce qu'une entreprise est mature qu'elle n'a pas encore 20 ans devant elle de croissance des free cash flow à 10%, quoi. Et là pour le coup c'est le cas sur Nike. Ils sont sur des croissances de free cash flow à 12%. Donc je pense pas qu'ils vont monter à 16%. Donc en valeur optimiste, donc là j'ai deux petits crochets pour mes paramètres. J'ai la valeur pessimiste et la valeur optimiste, l'ensemble des deux me donnant la valeur moyenne. Donc moi je vais cadrer Nike à quoi que ce soit entre 10 et 14% de croissance des free cash flow, ce qui me donne une moyenne à 12 qui est leur croissance de free cash flow du moment. Et j'estime que Nike, alors le price to earning historique c'est 22. Si Nike réussit à relancer son modèle de distribution, que les ventes repartent, que les gens s'emballent un peu, allez, ils vont peut-être payer 29. Et en pessimiste, en dessous de 15 fois le free cash flow pour Nike, moi j'y vais, je suis désolé, il n'y a aucune raison de ne pas payer 15 fois
les bénéfices de Nike qui garantiraient un confortable 8 à 9% de rendement sans réfléchir avec marge de sécurité. Donc quand on met tous ces paramètres là, le résultat de calcul c'est 93, ça c'est le résultat brut, à savoir que le texte nous explique comment on interprète ce résultat. Donc selon les paramètres qu'on a rentrés ici, qu'est-ce qu'on a fait? Le bénéfice qu'on avait défini à 4 devrait croître de 12% par an, c'est ce qu'on a demandé, et du coup ce bénéfice va devenir un bénéfice de 7 $ en année 2030. Et ce qu'on a établi, c'est que potentiellement Nike réussit à récupérer sa distribution historique, on arrête ces conneries de vente en ligne, et Nike remonte à son price to earning de 22. À ce moment-là, 22 fois le bénéfice de 7, et dans 5 ans, en 2030, vous avez Nike à 151 $ l'action. Et ça, c'est dans 5 ans. Donc quand vous avez 151 qui vous sont promis dans 5 ans, vous, entre les deux, vous voulez faire 10% de croissance annuelle. Donc entre les deux, la formule des intérêts composés s'applique et vous allez essayer de déterminer combien vous misez aujourd'hui pour qu'entre votre mise de départ et les 150 qui vous sont promis dans 5 ans, vous ayez une rentabilité à 10% annuelle. Le logiciel calcule ça pour vous et vous dit, eh bien, pour obtenir vos 10% par an de rendement souhaité, le prix d'achat juste pour cette action serait aujourd'hui de 93 $. Suite à ça, incertitude de base, on met 25% de marge de sécurité sur toutes les élucubrations que j'ai faites et qui n'ont aucun sens. On va dire que 25% de ce que j'ai dit n'était que du non-sens et on les retire de la valorisation et on se retrouve avec une estimation finale à 70 pour le scénario standard, un pessimiste à 56 et un optimiste à 139. Voilà. Donc est-ce qu'on ajuste quoi que ce soit? Le free cash flow à 12, je l'ai lu dans la thèse, je ne l'ai pas vérifié, donc en fait on va plutôt partir sur un peu plus de pessimisme. Voilà, on descend un peu le résultat et on tombe sur du 64 de valeur finale. Vous voyez, j'ai quand même pas mal touché le scénario pessimiste. Je sauve cette valorisation pour Nike. Donc vous avez compris l'idée, on a une action qui se casse la figure, on a une thèse qui a été partagée par quelqu'un, mais on aurait pu l'écrire nous si on connaît la société. Je remercie Nicolas qui a écrit une super thèse sur Ricard. Je comptais la faire. Merci Nicolas. Tu m'as enlevé ce boulot-là, donc je vais suivre la tienne. Suite à ça, on a fait la checklist. On a un certain niveau de certitude. On a établi un certain niveau de qualité. Et puis on a fait une valorisation. 100% de ce que j'ai dit, si vous avez lu un bouquin d'investissement dans votre vie, vous savez que c'est la démarche qu'il faut faire. Si vous n'avez jamais lu de bouquin sur l'investissement, que vous vous intéressez à ça, sachez que c'est la démarche qu'il faut faire. Et ce logiciel vous permet de la structurer. Et on arrive au dernier moment, c'est le moment de comprendre où est cette idée Nike dans la galaxie des idées que vous êtes capable d'avoir pour vos investissements en bourse. Ce que je sais de Nike à l'issue de cette vidéo, c'est que Nike est une action relativement faiblarde en termes de qualité et que sa puissance ne tient qu'à un fil qui est, selon moi, cette histoire de domination du sponsoring. Donc à partir de maintenant, c'est ça que je vais surveiller. Et le jour où je vois des problèmes au niveau du sponsoring de Nike, trop de pertes d'équipe nationale ou le nouveau management qui se met à délirer, j'arrêterai. Je vendrai Nike pour cette raison et pour aucune autre. Parce que pour moi, c'est ça la garantie, la dernière qu'a cette action, que mon scénario qu'on a défini ensemble se réalise. Alors, je vais un petit peu tricher. Regardez, parce que je vais vous montrer un truc. Voilà, j'ai un petit peu triché sur la valo.
On était à 5 centimes, 20 centimes près, c'était trop dommage. Donc là, l'histoire, voilà, c'était de vous montrer ce qui s'est passé hier quand j'ai vu Nike était au bon prix. Là, pour le coup, ça a rebasculé. L'idée, c'est que la dernière étape que vous apporte le logiciel, c'est que Nike est très bas dans ma liste. Donc vous voyez, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 au-dessus de Nike, pour lesquels je suis plus confiant dans la qualité et où probablement ma capacité de répondre aux questions, parce que j'ai plus fait le taf, j'ai plus fait le boulot, où je les ai depuis plus longtemps dans ma liste de favoris, fait que j'ai plus de certitude. Donc Nike n'est pas du tout un premier choix. En revanche, au prorata d'un petit twist sur la valo, mais c'était le cas hier, croyez-moi sur parole, Nike est au bon prix de mon scénario standard. Ce qui n'est pas le cas des actions qui sont plus qualitatives pour moi, mais où c'est trop cher. Quelle est la première action au-dessus où j'ai à nouveau un prix standard que j'avais calculé, je ne sais pas combien de temps, qui est accessible? C'est LVMH. LVMH, en ce moment, à titre personnel, je mets un petit ticket dessus. Encore une fois, c'est pas un conseil en investissement, dans le sens où ce que vous avez sous les yeux, c'est ma certitude. Peut-être vous n'êtes pas d'accord avec les questions et les réponses que j'ai données. Donc remplissez votre checklist. C'est mon appréciation de la qualité, c'est ma valo. Donc tout ça, c'est relativement perso. Donc en ce moment, moi, j'ai accessible LVMH. J'ai mis un petit peu au pot depuis avril. Alibaba, c'est accessible. J'ai arrêté d'investir dans Alibaba. J'ai envoyé un appartement dans cette histoire. J'y vais plus parce que ça fait 4 ans que j'investis que là-dedans et c'est pas raisonnable. Mais parce que c'était le plus haut de ma liste avec un prix standard accessible, les autres étant tout bonnement inaccessibles au regard des valos que j'en ai fait moi, Microsoft, Costco, Texas Pacific Land et tout en haut mon petit cimetière chinois. Le problème de cette action, c'est que j'ai plus aucun courtier qui accepte que je mette de l'argent dedans. Voilà, je suis chez Saxo, ils m'ont sorti un tralala comme quoi ils n'avaient pas reçu un certificat de je sais pas trop quoi, je peux pas mettre 1 euro. Du coup, j'ai ouvert un compte Interactive Broker et ils m'ont dit que mon profil n'était pas adapté à investir dans ce genre de trucs. Donc que les brokers, vous alliez un peu vous faire voir, sincèrement, à un moment donné, c'est mon pognon, j'aimerais bien pouvoir en faire ce que j'en veux. Et je n'ai pas besoin de supervision, je suis majeur et je fais ce que je veux avec mon fric. Voilà, je ne comprends pas ce délire où on n'a pas le droit de sortir son fric, on n'a pas le droit de sortir 1000 balles, on n'a pas le droit d'investir dans tel truc. Les gars, vous pétez un câble. Laissez-nous faire ce qu'on veut avec notre pognon. Faites-nous signer tous les papiers que vous voulez, où on va dire je suis conscient que je vais flamber mon cash, mais j'ai envie de vous dire, et si j'ai envie de le faire, ok ? Voilà, donc ça m'a un petit peu gonflé. Mais vous comprenez pourquoi j'ai mis un petit billet dans Nike, parce que j'ai pas beaucoup d'opportunités. Il y avait Google, j'ai beaucoup hésité, j'ai beaucoup échangé sur les réseaux sociaux, sur X avec les mecs que je suis. Il y a du Tech Invest, il y a Vivien, il y a Investir en famille. J'avais regardé cette valo avec eux, il y a beaucoup de gens qui sont confiants. Et effectivement, sur le scénario optimiste, sur du Google, on est très bien. Le scénario standard, on l'a effleuré. J'aurais pu mettre un petit billet. J'ai quand même un scénario pessimiste qui est à moitié prix de maintenant. Voilà, vous avez compris le principe. Donc, je vous embête pas plus pour aujourd'hui. C'était Mathieu. Je vous invite à vous abonner pour aider un petit peu cette chaîne à sortir du trou noir dans lequel elle est pour l'instant. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. À très bientôt.